Le sang goûtait encore de ma tempe quand j'ai entendu sa voix pour la dernière fois, « Tu n'es qu'une tache sur notre nom, un parasite qui mérite de crever. » Mon frère, Étienne, me fixait avec ses yeux froids, identiques aux miens, mais dénués de toute humanité. J'étais effondré sur le sol froid de notre cave familiale à Paris, un couteau planté dans mon flanc, et le monde s'est noyé dans un tourbillon rouge. Pourtant, au lieu du néant, une lumière blanche m'a englouti, et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour. Pas au paradis, non dans mon propre corps, 10 ans en arrière, assis à la table du petit déjeuner dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. L'odeur du café frais, le bruit des klaxons sur la Seine, et le journal Le Monde plié devant moi, daté du 15 juin 2015. J'avais 25 ans à nouveau. J'étais vivant. Et je me souvenais de tout, la trahison, le meurtre, l'agonie. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient sur la tasse de porcelaine. Étienne, assis en face de moi, mâchait son croissant avec ce sourire suffisant qu'il arborait déjà à l'époque. Alors, Alexandre, toujours à traîner dans tes bouquins de droit. Tu vas finir clerc de notaire, au mieux. Sa voix, si familière, me fit frissonner. Il n'imaginait pas que je savais, qu'il avait volé mon idée de thèse pour booster sa carrière politique, qu'il m'avait fait accuser d'un détournement de fonds fictifs pour couvrir ses propres malversations avec un promoteur immobilier corrompu. Et qu'un soir pluvieux de 2025, il m'avait poignardé pour sceller le silence éternel. Je posai ma tasse lentement, forçant un sourire. Peut-être, frangin. Mais qui sait ce que l'avenir réserve? À l'intérieur, une rage sourde montait, comme un feu couvant sous les cendres. Cette fois, ce serait moi qui allumerais l'incendie. Pas de pitié. Pas de rédemption. Seulement la justice la mienne. Les jours suivants furent un tourbillon de désorientation et de calculs froids. Paris, cette ville que j'aimais tant, me semblait à la fois familière et hostile. Les boulevards larges du Marais bruissaient de la même agitation éternelle, des touristes japonais photographiant Notre-Dame, des hommes en costume filant vers leur bureau à la Défense, l'odeur de baguettes fraîches se mêlant à l'humidité de la Seine. Mais je voyais tout à travers le prisme de ma mort passée. Chaque coin de rue ravivait un souvenir, le café où Étienne avait rencontré Claire, sa future épouse, cette avocate ambitieuse qui, dans ma vie précédente, avait ri en me voyant menotter lors de mon procès truqué. Je devais recommencer à zéro, mais avec l'avantage du temps. J'étais étudiant en droit à la Sorbonne, sur le point de soutenir ma thèse sur la corruption judiciaire en France. Ironie du sort, c'est cette même thèse que mon frère avait plagiée pour se faire un nom comme conseiller municipal. Dans ma première vie, j'avais tout sacrifié pour lui ou nos parents décédés dans un accident de voiture quand nous étions ados, c'est moi qui l'avais élevé, payé ses études en vendant la maison familiale de Normandie. Et en retour, il m'avait effacé. Le soir même, je fouillais dans mes affaires. Là, sous une pile de livres poussiéreux, le dossier que j'avais compilé en secret autrefois, des emails interceptés, des relevés bancaires falsifiés, des enregistrements audio où Étienne riait avec son complice, un certain Marc Duval, promoteur véreux du 16e. Dans ma vie antérieure, ces preuves avaient été volées et détruites par Étienne lui-même. Cette fois, je les scannais sur mon vieil ordinateur portable et les envoyais sur un cloud anonyme, crypté avec un mot de passe que seul un fantôme comme moi pouvait deviner. Mais la revanche ne se nourrit pas que de preuves, elle exige du sang-froid. Je repris mes cours, excellé comme jamais, impressionnant même le doyen, un vieux renard nommé professeur Lefebvre. Vous avez une maturité rare pour votre âge, monsieur Duvalier, me dit-il un après-midi pluvieux dans son bureau encombré de volumes du code pénal. Je souris intérieurement. Maturité? Plutôt la sagesse amère d'un mort ressuscité. Étienne, de son côté, grimpait les échelons. À 27 ans, il était déjà adjoint au maire du 7e, flirtant avec les cercles du pouvoir. Je le voyais lors des dîners familiaux où il n'y en avait plus que nous deux, orphelins de parents, mais il invitait déjà ses amis influents. Claire apparut pour la première fois lors d'un de ces repas, une brune élancée aux yeux verts perçants, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit des affaires. Elle serra ma main avec une fermeté professionnelle. Enchanté, Alexandre. Étienne m'a tant parlé de vous. Le petit frère studieux. Je serrai sa main plus fort que nécessaire, la fixant dans les yeux. Dans ma mémoire, c'est elle qui avait rédigé les faux témoignages contre moi au tribunal. Elle qui avait susurré à l'oreille des juges. Le plaisir est pour moi, Claire. Et rappelez-moi, vous plaidez pour les innocents, ou pour ceux qui paient le mieux? Ma question plana dans l'air comme une flèche empoisonnée. Elle cligna des yeux,
surprise, mais Étienne éclata de rire. Toujours le sarcastique, hein? Ignore-le, chérie. Il est jaloux de mon succès. Jaloux? Non. Mortel, plutôt. Ce soir-là, seul dans ma chambre au mur tapissé de livres, je traçais mon plan sur un carnet secret. Étape 1, consolider ma position académique. Étape 2, infiltrer le réseau d'Étienne sans qu'il s'en rende compte. Étape 3, révéler le secret enfoui au celui que même lui ignorait encore, notre père n'était pas mort dans un accident. Étienne l'avait fait disparaître, un soir d'ivresse, lors d'une dispute sur l'héritage. Un coup de volant volontaire sur une route de campagne normande. J'avais étouffé l'affaire à l'époque, protégeant mon frère unique. Erreur fatale. Les mois passèrent dans une danse macabre de normalité feinte. Je soutenais ma thèse avec mention très bien, obtenant un stage au parquet de Paris sous la tutelle d'un procureur intègre, Madame Bertrand. Étienne, lui, annonçait ses fiançailles avec Claire lors d'une soirée au Fouquet's, ce temple du luxe parisien où les puissants se pavanaient sous les lustres en cristal. Je fus invité, bien sûr le frère dévoué, la caution familiale. Vêtu d'un smoking emprunté, je me fondis dans la foule de politiciens bedonnants et de mannequins filiformes. À nous, l'avenir, lança Étienne en levant sa flûte de champagne d'homme Pérignon. Claire, radieuse dans sa robe rouge sang, accrocha son bras au sien. Je levai mon verre en silence, mes yeux rivés sur eux. L'avenir? Le mien venait de renaître des cendres. Mais le leur. Oh, il puait déjà la pourriture. C'est là que tout bascula pour la première fois. Au milieu des rires et des cliquetis de couverts, Claire s'approcha de moi, un verre à la main. Alexandre, Étienne dit que vous êtes un génie du droit. Pourquoi ne pas rejoindre notre cabinet? Nous pourrions vous former. Son sourire était un piège à miel. Dans ma vie passée, j'avais refusé et payé cher. Cette fois, j'acceptais. Avec plaisir. Mais dites-moi, Claire, et si je découvrais un jour que l'un des vôtres cache un squelette dans son placard? Elle rit, nerveuse. Nous sommes tous innocents jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Innocents. Le mot me brûla la gorge. Si seulement elle savait que je portais déjà les cicatrices de leur culpabilité. De retour chez moi, tard dans la nuit, je décryptais les premiers fichiers volés à Étienne. Des transferts occultes vers des comptes offshore à Genève. Des pots de vin pour un projet immobilier illégal sur les berges de la Seine, des logements sociaux promis, mais jamais construits, au profit de villas de luxe. Marc Duval, le promoteur, était la clé. Un homme bedonnant aux moustaches grises, que je connaissais bien, dans ma première vie, c'est lui qui avait fourni l'alibi pour mon meurtre. Je décidai de le rencontrer. Pas en ennemi, mais en allié potentiel. Un appel anonyme, un rendez-vous dans un bistrot anonyme de Belleville. Monsieur Duval? J'ai des informations sur Étienne Duvalier. Des informations qui pourraient vous sauver la mise. Où vous coulez? Sa voix rauque crachota au téléphone. Qui êtes-vous, bon sang? Un fantôme. Rendez-vous demain, midi. Le lendemain, sous un ciel plombé de Paris, je m'assis face à lui. Il transpirait déjà, son complet Armani taché de sueur. Qu'est-ce que vous voulez, grognatait-il. Je glissai une enveloppe sur la table, des copies des emails incriminants. La vérité. Étienne vous a trahi une fois. Il recommencera. Aidez-moi à le coincer, et je vous protège. Il pâlit, ses doigts boudinés tremblants sur l'enveloppe. Ce salaud. Il m'a promis le silence. Oui. Le silence éternel. Comme le mien, autrefois. Alors, on commence par là. Dites-moi tout sur la mort de mon père. Duval avala sa salive. Le secret se fissura enfin, Étienne, ivre de jalousie ce soir-là en Normandie, avait accéléré sur la départementale 913, en voyant la voiture de notre père dans le ravin. Pas d'accident. Un fratricide prémédité, couvert par un faux rapport de police, un flic corrompu, payé par les fonds du promoteur. J'avais toujours soupçonné, mais nié. Protéger mon bourreau. La rage me submergea, mais je la contins. Duval devint mon pion. Étape suivante, semer le doute dans l'esprit de Claire. Lors d'un déjeuner au cabinet, je lui glissai une allusion subtile. Savez-vous, Claire, que Étienne a un passé sombre? Notre père. Ce n'était pas un accident. Elle fronça les sourcils,
son fork suspendu au-dessus de sa salade niçoise. Que insinuez-vous? Rien. Juste. Méfiez-vous des hommes qui enterrent leurs secrets trop profondément. Les fissures apparurent vite. Étienne devint irritable, ses appels nocturnes plus fréquents. Qu'est-ce que tu fous, Alexandre? Claire me pose des questions bizarres sur papa. Je feignis l'innocence. Peut-être qu'elle s'inquiète pour son futur mari. Les politiciens ont tant d'ennemis. Bientôt, le premier coup porta. Un article anonyme dans le Canard enchaîné, le jeune adjoint du 7e impliqué dans un scandale immobilier? Les rumeurs enflèrent comme une marée. Étienne paniqua, me confia ses doutes lors d'un dîner tendu à la Tour d'Argent. C'est Duval, ce porc. Il me lâche. Je hochai la tête, compatissant. À l'intérieur, je jubilais. Le piège se resserrait. Mais la vengeance est un art délicat, et Paris, avec ses intrigues byzantines, me testait. Une nuit, alors que je rentrais d'une veillée au palais de justice, une ombre me suivit dans les ruelles sombres du quartier latin. Un homme en imperméable, envoyé par Étienne? Je m'arrêtai sous un réverbère, le cœur cognant. Montrez-vous. Une silhouette émergea, Duval, les yeux fous. Il sait, Duvalier. Il va nous tuer tous les deux. Panique. Le jeu prenait un tour dangereux. Je réalisais alors que ma résurrection n'était pas un cadeau sans prix. Chaque pas vers la revanche me rapprochait du précipice. Mais reculer? Impensable. J'avais goûté la mort, maintenant, je boirais le sang de mes bourreaux. Les semaines suivantes furent un balai d'ombre et de murmures. Paris, sous son manteau automnal de feuilles mortes et de brume, devint le théâtre de ma vendetta personnelle. Je gravissais les échelons judiciaires avec une précision chirurgicale, utilisant ma connaissance du futur pour anticiper chaque opportunité. Mon stage au parquet se transforma en poste junior de substitut, grâce à une affaire mineure de fraude que je résolus brillamment, une fraude qui, ironiquement, touchait un cousin d'Étienne. Madame Bertrand, ma supérieure, me tapa l'épaule un matin gris dans les couloirs lambrissés du palais. Vous avez l'instinct d'un grand procureur, Duvalier. Continuez comme ça, et vous irez loin. Loin? Jusqu'au cœur du pouvoir, pensais-je. Étienne, lui, luttait pour sauver les meubles. Ses fiançailles avec Claire vacillaient, elle avait exigé des explications sur les articles de presse, et il avait botté en touche avec son charme habituel. Mais je voyais les fissures, ses cernes creusées, ses verres de whisky multipliés lors de nos rencontres forcées. Frangin, aide-moi, me supplia-t-il un soir au téléphone, sa voix pâteuse d'alcool. Ces rumeurs me tuent. Si ça sort, ma carrière est finie. Aide-le. J'avais aidé une fois, et regardez où ça m'avait mené, une lame dans les tripes. Au lieu de ça, je creusais plus profond. Avec Duval comme informateur réticent, je déterrais le vrai trésor, un enregistrement vidéo, flou mais accablant, de la nuit fatale en Normandie. Notre père, Jacques Duvalier, un modeste employé de banque, criant dans l'habitacle de la Peugeot, Étienne, arrête-toi. Tu es fou. Puis le crissement des pneus, le choc, le silence. Étienne avait filmé ça lui-même, un soir de délire juvénile, pensant effacer la preuve plus tard. Mais Duval l'avait conservé, par paranoïa. Je visionnais la bande dans un cybercafé anonyme de Montmartre, le cœur serré. Mon père, cet homme bourru aux moustaches poivre et sel, qui m'avait appris à pêcher dans la Manche mort par la main de son propre fils. Pourquoi? Une dispute sur l'héritage, Étienne voulait tout, pour ses rêves de grandeur, tandis que je plaidais pour une vie simple. J'avais menti à la police, falsifié des témoignages pour le protéger. Honte familiale? Non, Étienne. C'était toi la tâche. Armé de cela, je passai à l'offensive. Claire devint ma cible collatérale. Lors d'une audience au tribunal où elle plaidait pour un client à un promoteur mineur, je fis fuiter une copie anonyme de l'enregistrement à son cabinet. Pas la vidéo complète, juste un extrait audio, la voix d'Étienne, hurlant « Tu ne me déshériteras pas », suivi du crash. Elle me confronta le lendemain, dans un couloir du palais, ses yeux verts flamboyants de rage. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu essaies de saboter son mariage. » Je la regardai calmement, ajustant ma robe d'avocat. « Saboter? Claire, je révèle la vérité. Votre fiancé est un meurtrier. Et vous, son avocate, vous l'avez su dès le début, n'est-ce pas? Dans ma intuition, disons. » Elle blêmit,
reculant d'un pas, tu es fou. Prouve-le. Oh, je le ferai. Mais pas tout de suite. Laissez mijoter, comme un pot-au-feu trop longtemps sur le feu. Étienne riposta maladroitement. Une nuit, 2 voyous m'attendirent près de mon immeuble rue de Rivoli. Des malfrats du milieu immobilier, payés pour m'intimider. Le premier me plaqua contre le mur, son haleine fétide de vin rouge. Laisse tomber le boss, ou on te casse les jambes. Je souris dans l'ombre. Dans ma vie passée, il m'avait battu à mort presque. Cette fois, j'étais prêt. Un coup de genou dans l'entrejambe, un uppercut appris lors d'un stage d'autodéfense post-mortem ironie. Le second s'enfuit en boitant. Le lendemain, je déposai plainte anonyme, avec des photos des agresseurs. La presse s'empara de l'affaire, attentat contre un jeune procureur? Lien avec la mairie? Étienne nia en bloc lors d'une conférence de presse télévisée, son visage crispé sous les flashs de BFM. Claire, à ses côtés, affichait un sourire forcé. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Parfait. Pourtant, la tension montait en moi comme une fièvre. Les nuits étaient hantées par des flashs de ma mort, le couteau froid, le gargouillis de mon propre sang. Je consultais un thérapeute, un vieil ami de la Sorbonne, discret feignant une crise d'angoisse post-traumatique. Monsieur Duvalier, dites-moi ce qui vous tourmente vraiment. Je ris amèrement. Si seulement il savait, un frère parricide, une résurrection, une ville entière comme échiquier. Ma promotion arriva comme une récompense karmique, substitut du procureur adjoint, affecté aux affaires de corruption. Madame Bertrand me confia le dossier Duval, ironie suprême. C'est sensible, Alexandre. Des gros poissons impliqués. Gros poissons? Mon frère en tête. Je plongeai dedans, compilant des preuves avec une voracité de loup. Transfert bancaire, témoignages de sous-traitants lésés, et bien sûr, l'enregistrement Normandie. Claire craqua la première. Elle m'appela un soir d'orage, sa voix brisée par le tonnerre. Alexandre, c'est vrai? Pour ton père? Je la laissai mariner un instant, le bruit de la pluie contre ma fenêtre comme un applaudissement. Oui. Et il y en a plus. Bien plus. Rejoignez-moi, Claire. Ou périssez avec lui. Silence. Puis, rendez-vous demain. Au Louvre, sous la Joconde. Le lendemain, au milieu des touristes japonais et des étudiants en art, elle apparut, pâle comme un spectre. Prouve-le-moi. Tout. Je lui tendis une clé USB, le poids de 10 ans de secret. Regardez. Et décidez, l'amour aveugle, ou la justice. Elle empocha la clé, ses lèvres tremblantes. Si c'est vrai. Je le détruirai moi-même. Vraiment? Dans ma vie passée, elle l'avait protégé jusqu'au bout. Mais les gens changent. Ou du moins, je l'espérais. Étienne sentit le vent tourner. Il m'invita à un dîner, fraternel, dans notre ancien appartement familial, celui du 7e, avec ses parquets cirés et ses cheminées en marbre. Claire n'était pas là, malade, dit-il. Nous nous assîmes face à face, un Bordeaux millésimé entre nous. Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me hais? Sa voix était un mélange de colère et de désespoir. Je sirotai mon vin, savourant l'instant. Haine? Non, Étienne. Justice. Pour papa. Pour moi. Il se figea, son verre suspendu. Papa? C'était un accident. Tu le sais. Mensonge. Je sortis mon téléphone, l'appuyai sur play. Le crissement des pneus emplit la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent de rage. Comment? J'ai mes sources. Comme toi, autrefois. Il bondit, renversant la table, ses mains autour de ma gorge. Traître! Tu vas payer. Je le repoussai, plus fort que prévu à l'adrénaline d'un mort. Nous luttâmes sur le tapis perçant, poings et jurons volants. Il me frappa au ventre, ravivant le fantôme de la lame. Mais je ripostai, un crochet qu'il envoya valser contre le buffet. Du sang coula de sa lèvre. C'est fini, Étienne. La police sait. Duval a parlé. Claire aussi, bientôt. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Pitié, frangin. Je suis désolé. Pour tout. Désolé? Trop tard. Je sortis,
laissant la porte claquer comme un verdict. Dehors, la nuit parisienne m'enveloppa, froide et impitoyable. La revanche avançait, mais à quel prix? Mon âme se fissurait, et je me demandais si le bourreau ne devenait pas la bête. Les jours suivants, le scandale éclata. Un raid de la brigade financière au bureau d'Étienne, des titres à la une du Figaro, corruption au cœur de Paris, l'adjoint Duvalier dans la tourmente. Claire fit volte-face publiquement, annulant les fiançailles lors d'une interview larmoyante sur France Inter. J'ai été trompé. Il m'a menti sur tout. Étienne, arrêté pour détournement et complicité d'homicide involontaire à un début, hurla mon nom dans les couloirs du commissariat, selon les fuites. Mais le twist vint de l'ombre. Duval, mon allié traître, me contacta paniqué, il a un plan B. Des dossiers sur toi, falsifiés. Il va te faire tomber avec lui. Falsifié? Dans ma vie passée, oui, l'accusation de meurtre sur un rival politique, pour me discréditer. Cette fois, je devais frapper plus fort. Plus vite. Je décidai de l'impossible, un deal avec la procureure générale. Dans son bureau au sommet du ministère de la Justice, avec vue sur les Tuileries, je déposai tout. Madame, voici la preuve d'un réseau. Mais j'ai un prix, l'immunité pour un témoin clé. Elle haussa un sourcil, ses lunettes en écaille perchées sur son nez. Et ce témoin, c'est vous? Non. Moi, je veux justice. Pas impunité. Elle accepta, impressionnée. Le filet se resserra. Étienne fut inculpé pour parricide, le vrai crime révélé par l'ADN sur les freins sabotés. Le pays s'enflamma, débats enflammés sur CNews, édito dans Libération sur la décadence des élites françaises. Moi? J'étais intouchable, promu procureur adjoint, le héros discret. Pourtant, la nuit, seul dans mon nouvel appartement haussmannien, celui que j'avais acheté avec mon premier salaire post-mortem, le doute me rongeait. Vengeance accomplie? Ou simple cycle de haine? Étienne, en cellule à Fresnes, m'envoya une lettre, tu m'as tué 2 fois, Alexandre. La première en me protégeant, la seconde en me trahissant. Qui est le monstre? Je froissai le papier, le jetant au feu. Le monstre? Nous l'étions tous. Mais le mien avait faim encore. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul, transformant la ville des Lumières en un labyrinthe de givre et de secrets gelés. Les flocons dansaient sur les toits des zingues, et les Parisiens, emmitouflés dans leurs écharpes Hermès, pressaient le pas vers des refuges chauds. Moi, je marchais sans but apparent le long des quais, mon col relevé contre le vent mordant de la Seine. Procureur adjoint à 30 ans, un prodige, disaient les gazettes. Mais chaque pas résonnait du poids de ma double vie, l'homme public, implacable justicier, le fantôme, tourmenté par les échos d'une mort injuste. Le procès d'Étienne approchait, un cirque médiatique qui faisait trembler les piliers de la République. Le palais de justice, ce mastodonte gothique place Dauphine, grouillait de journalistes, d'avocats en toge noire et de badauds friands de scandale. J'étais le fer de lance de l'accusation, briefant Madame Bertrand sur les charges, détournement de fonds publics, complicité de corruption, et le clou du spectacle homicide aggravé sur notre père. Les preuves s'empilaient comme des dominos, l'enregistrement audio, les expertises balistiques sur la voiture, les témoignages de Duval, passés à table sous immunité partielle. Claire, désormais adverse, avait pris la défense d'Étienne par un twist ironique non par loyauté, mais pour racheter sa propre peau. Elle avait plaidé coupable d'omission de preuves dans l'affaire immobilière, écopant d'une suspension de 3 ans. C'est pour l'honneur du barreau, m'avait-elle dit lors d'une rencontre fortuite au café de Flore, ses yeux rougis par des nuits blanches. Honneur? Le mot sonnait creux dans ma bouche. Ou pour vous venger de moi, Claire? De m'avoir vu comme un obstacle autrefois. Elle avait ri, amère. Peut-être. Mais Étienne? Il est brisé. Il parle de suicide en cellule. Suicide. Le mot me frappa comme un coup de poignard fantôme. Dans ma première vie, c'est moi qui avais été poussé au désespoir, me jetant presque du pont des Arts avant qu'Étienne ne m'achève proprement. Ironie, maintenant, c'était lui qui flirtait avec l'abîme. Pitié? Une once, peut-être. Mais la flamme de la revanche la consuma vite. Les audiences préliminaires furent un théâtre d'ombre. Étienne, amaigri en costume gris, les menottes au poignet, me fusillait du regard depuis le banc des accusés. Fratricide judiciaire, titra Le Monde. Ses avocats ou une équipe d'as du barreau,
payé par des fonds occultes, tentait de noyer le poisson, preuve fabriquée par un frère jaloux. Jaloux? Non. Ressuscité. Lors d'une pause, il me fit passer un mot par un greffier complice, rencontre-moi. Seul. Pour en finir. Contre l'avis de Bertrand, j'acceptai. Dans une salle d'interrogatoire au mur nu, éclairée par une ampoule jaunâtre, nous nous affrontâmes. Pourquoi, Alexandre, murmura-t-il, sa voix brisée. J'étais ton frère. Je t'ai tout donné. Tout donné? Je ris, un son rauque et étranger. Tu m'as tout pris. Ma vie, mon honneur, mon souffle. Et papa? Ce n'était pas un accident, Étienne. Tu l'as tué pour de l'argent. Pour ton ego démesuré. Il s'effondra sur la table, sanglotant. J'étais jeune, perdu. Toi, tu étais si parfait. Je voulais être comme toi. Parfait? J'étais l'ombre, le protecteur silencieux. Sa confession, enregistrée en secret par un micro dissimulé, c'est là son sort. Dehors, la presse hurlait. Manifestation devant l'Assemblée, justice pour les orphelins de l'élite. Des familles modestes, spoliées par les projets immobiliers d'Étienne, brandissaient des pancartes. Paris bouillonnait, un chaudron de colère sociale où ma vengeance personnelle se muait en catharsis collective. Mais le coup montait. Des menaces anonymes, des lettres de mort glissées sous ma porte, des appels nocturnes avec une respiration haletante. Tu paieras, fantôme. Fantôme. Il savait? Non, simple coïncidence. Pourtant, la paranoïa s'insinuait. Je changeai de serrure, engageai un garde du corps discret à un ex-flic normand, tatoué et bourru. Éclair. Elle devint une obsession ambiguë. Nos chemins se croisaient trop souvent, au tribunal, dans les bistrots du Marais, même lors d'une réception au quai des Orfèvres. Vous êtes obsédé par la destruction, me lança-t-elle un soir, un verre de chardonnay à la main. Est-ce que la résurrection guérit vraiment les plaies? Résurrection? Mon sang se glaça. Que voulez-vous dire? Elle haussa les épaules, un sourire énigmatique. Rien. Juste. Vos yeux. Ils voient trop loin. Comme si vous aviez déjà vécu ça. Était-elle plus perspicace qu'elle n'y paraissait? Dans ma vie passée, elle avait fouillé mes dossiers, peut-être déterré des indices de ma folie. Je la repoussai, mais le doute s'ancra. Le vrai coup de théâtre survint une semaine avant le procès. Duval disparut. Son appartement du 16e vide, sa voiture abandonnée près de l'Arc de Triomphe. La police le classa comme fugitif, mais je savais, Étienne avait des contacts, même en prison. Un dernier atout, un homme de main pour faire taire le témoin star. Panique. Sans Duval, l'homicide père-fils reposait sur l'enregistrement incontestable, disait la défense. Je plongeai dans l'action, traquant des indices avec une frénésie de détective. Fouillant son bureau abandonné, je trouvai une piste, un billet d'avion pour Lisbonne, et un nom au Sofia, une maîtresse portugaise, couverture pour des fonds détournés. Je sautai dans le premier vol, atterrissant sous un soleil méditerranéen qui contrastait avec mon âme glacée. Lisbonne, avec ses tramways brinqueballants et ses azulégeaux bleus, me sembla un exil moqueur. Je la trouvai dans un café de l'Alfama, une brune voluptueuse aux lèvres rouges. Duval? Il est parti hier. Effrayé. Par votre frère, je pense. Effrayé? Par un homme en cage? Non, Étienne avait promis la liberté, ou pire. Elle me glissa une adresse, une planque en banlieue, une villa louée sous faux nom. Armé d'un Glock emprunté à mon garde du corps illégal, mais la vengeance ne connaît pas les lois, je m'y rendis au crépuscule. La porte s'ouvrit sur un Duval à gare, barbu de 3 jours. Duvalier. Dieu merci. Il va me tuer. Il m'entraîna à l'intérieur, verrouillant frénétiquement. Étienne a un complice dehors. Un flic, corrompu depuis l'affaire de ton père. Il prépare un coup pour le procès, te discréditer avec de faux preuves. Tu es accusé de chantage. Chantage? Le twist, Étienne contre-attaquait, retournant ma propre arme contre moi. Nous passâmes la nuit à comploter. Duval craqua enfin, avouant son rôle dans ma mort passée, c'est Étienne qui m'a payé pour te liquider. Il disait que tu savais trop. Trop? Oui. Pour l'héritage normand, pour les secrets familiaux.
Je serrai les poings, le sang bouillonnant. Tu vas témoigner. Ou je te laisse au loup. Le retour à Paris fut un vol tendu, Duval menotté à mon côté aux précautions. À l'atterrissage, les flics nous attendaient, mandat d'arrêt pour moi, émis par le complice d'Étienne. Bataille rangée à Orly, coup de feu étouffé, mon garde du corps abattu d'une balle dans la poitrine. Duval s'enfuit dans la confusion, me laissant seul face à l'inspecteur corrompu à un mastodonte nommé Leclerc, moustachu et vicieux. Fin de partie, Duvalier. Ton frère te salue. Il me menotta, me traînant vers une voiture banalisée. Mais j'avais un atout, l'enregistrement de sa confession, diffusé en live sur un blog anonyme via mon téléphone. Les sirènes hurlèrent bientôt, renforts honnêtes, alertés par Bertrand. Leclerc fut plaqué au sol, Duval retrouvé planqué dans un taxi. Le scandale explosa, complot policier au cœur du procès Duvalier. Étienne, isolé en cellule d'isolement, hurla son innocence vaine. Claire, confrontée, choisit son camp, elle témoigna contre lui, révélant des mets où il ordonnait mon intimidation. Je l'aimais, mais il était poison. Pourtant, au milieu du chaos, un appel anonyme, une voix féminine, chevrotante. Alexandre ? C'est maman. Maman ? Morte depuis 15 ans. Hallucination ? Non, twist final. Notre mère, Élise, n'était pas morte dans l'accident avec papa. Étienne l'avait fait interner, droguée pour la faire taire sur le parricide. Elle vivait, amnésique, dans une clinique privée de Versailles. Le choc me plia en deux. La trahison, plus profonde qu'un océan. Étienne n'avait tué que papa ? Non, il avait effacé notre famille entière pour son ambition. Je la retrouvai, fragile dans son lit blanc, les yeux perdus. Mon fils. Lequel ? Je pleurais, pour la première fois depuis ma résurrection. Le procès devint apocalyptique. Étienne, face au jury, implora « pitié ». J'étais faible. Mais les preuves et le témoignage de maman, lucide sous sédatif léger le condamnèrent, perpétuité incompressible. Pas de suicide, il vivrait avec ses chaînes. Moi ? Héroïque en surface, brisé dedans. Claire m'attendit dehors, sous la pluie. Et maintenant ? La justice, Claire. Vrai. Elle m'embrassa, un baiser salé de larmes. Amour ? Ou alliance ? Paris, indifférente, continua de briller. Mais dans l'ombre, un dernier secret, ma résurrection n'était pas divine. Un coma, peut-être, une NDE amplifiée par le trauma. Ou pire, un mensonge de mon esprit, pour survivre. La vengeance avait guéri ? Non. Elle avait révélé le monstre en moi. Le printemps revint sur Paris comme un amant repentant, chassant les ombres hivernales avec des bourgeons roses sur les marronniers des Champs-Élysées. La ville, toujours théâtrale, avait digéré le scandale Duvalier comme un mauvais digestif, quelques éditos moralisateurs dans le Figaro, des documentaires Netflix en gestation, et la vie reprenant son cours effréné. Étienne pourrissait à Clairvaux, sa cellule un tombeau de béton où les échos de ses regrets se perdaient dans le vide. Moi, Alexandre Duvalier, procureur en pleine ascension, je naviguais les couloirs du pouvoir avec une assurance nouvelle forgée dans le feu de la trahison. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Ma mère, Élise, sortie de sa léthargie chimique, vivait désormais avec moi dans un appartement rénové du VE arrondissement, près du Panthéon. Ces jours étaient un puzzle fragile, souvenirs revenant par bribes, comme des vagues léchant une plage érodée. Étienne. Il était si doux, enfant, murmurait-elle un matin, en sirotant son thé à la bergamote. Doux ? Un serpent sous la peau d'agneau. Je hochai la tête, ravalant la bile. Oui, maman. Mais les hommes changent. Claire devint une constante inattendue. Après le procès, elle réintégra le barreau, purgatoire expié, et nos chemins se croisèrent en affaires moi accusant, elle défendant, dans un tango judiciaire chargé d'électricité. Un dîner chez l'ami Louis, ce bastion de la gastronomie parisienne aux nappes blanches et aux steaks saignants, c'est la notre alliance ambiguë. Tu m'as sauvé, Alexandre, dit-elle, ses doigts effleurant les miens sur la table en chêne massif. De lui. De moi-même. Sauvé ? Ou utilisé ? Ses yeux verts, jadis complices de mon bourreau, brillaient d'une sincérité neuve. Je l'embrassai ce soir-là, sous les étoiles filtrant par les fenêtres du Marais, me demandant si l'amour pouvait racheter les péchés. Mais la revanche n'était pas close.
Étienne, depuis sa geôle, ourdissait encore. Des lettres codées, interceptées par mes contacts au pénitentiaire, appellent au meurtre, promesse de rédemption pour des codétenus influents. Il prépare un appel en cassation, m'avertit Bertrand lors d'un briefing au ministère, son bureau imprégné d'odeur de tabac froid. Et il te vise, personnellement. Des allégations de manipulation de preuves. Manipulation ? L'ironie me fit sourire. Si seulement il savait la vérité, un mort manipulant le destin. Je contre-attaquai avec précision. Infiltrant le réseau carcéral via un informateur, un ex-détenu que j'avais blanchi lors d'une affaire mineure, je fis fuiter ses plans. Un article dans Mediapart, le parricide Duvalier complote depuis sa cellule. L'opinion publique, volatile comme la mode parisienne, se tourna contre lui définitivement. Pas d'appel, sa sentence devint un mur infranchissable. Pourtant, les décisions controversées s'accumulaient, testant les limites de mon humanité ressuscitée. La première, accorder l'immunité totale à Duval, malgré ses crimes passés. C'est de la clémence indécente, tonna un collègue lors d'une réunion pluvieuse au parquet. Indécente ? Nécessaire. Sans lui, pas de condamnation d'Étienne. Je plaidais, la justice est un échiquier, messieurs. Des pions sacrifiés pour le roi. Ils cédèrent, mais les murmures persistèrent, Duvalier joue trop dur. La seconde, plus personnelle, confrontait ma propre ombre. Un soir, seul avec maman, je lui révélai tout, la mort, la résurrection, les secrets. J'ai vu l'enfer, maman. Et j'en suis revenu pour venger papa. Elle pleura, ses mains fragiles sur les miennes. Mon pauvre garçon. La vengeance est un poison lent. Laisse-la s'évaporer. Évaporer ? Elle coulait dans mes veines comme du laudanum. Claire pressentit le malaise. Lors d'une escapade à Giverny les nénuphars de monnaie sous un ciel d'opale, elle me confronta. Tu es hanté, Alexandre. Par quoi ? Un fantôme ? Je faillis craquer, lui confiant l'essentiel, une NDE amplifiée, un trauma qui m'avait ressuscité, avec une clarté surnaturelle. J'ai vu l'avenir. Et je l'ai changé. Elle m'écouta, blottie contre moi sur un banc moussu. Alors, vis-le. Pas pour la haine, mais pour nous. Nous. L'idée d'un futur la couva, fragile comme une flamme de bougie. Mariage discret à la mairie du 7e, lune de miel en Provence, vignes et lavande apaisant les cicatrices. Paris, en arrière-plan, semblait approuver, un pique-nique au Luxembourg, nos rires mêlés au chant des oiseaux. Maman, rétablie, tricotait des écharpes pour un hypothétique enfant. Normalité. Mais la tension sous-jacente persistait, comme un courant électrique prêt à griller. Le climax surgit lors d'une audience explosive, un nouveau dossier, lié à l'empire immobilier d'Étienne. Un promoteur rival, sentant le vent, balançait des preuves supplémentaires, un meurtre commandité, non pas sur moi, mais sur un journaliste qui avait flairé l'affaire Normandie. Le procès devint un feuilleton national, diffusé en direct sur France 2. J'assurai l'accusation, toge noire flottant comme une cape de bourreau. Étienne fut extrait pour témoignage ou une faveur judiciaire controversée, que j'avais exigée. Chaîné, hâve, il entra dans la salle bondée, les flashs crépitant comme des coups de feu. Nos regards se croisèrent, le mien, glacial, le sien, suppliant. Alexandre. Frère, murmura-t-il au micro. Je coupai net, accusé Duvalier, répondez à la cour. Avez-vous commandité l'assassinat de Pierre Laurent en 2016 ? Il hésita, sueur perlant sur son front. Puis, le twist, oui. Mais c'était pour te protéger. Il allait révéler ton rôle dans la mort de papa. Mon rôle ? Mensonge. J'avais protégé Étienne, pas tué. La salle explosa en murmures. Claire, à la défense, bondit, objection. Calomnie pure. Mais le doute s'insinua, des jurés me fixant, suspicieux. La pause fut un ouragan. Dans les coulisses, Étienne ricana à travers la vitre blindée. Tu vois ? Je te tire avec moi. Honte familiale, éternelle. Rage. Je réalisais, il bluffait, mais avec justesse. J'avais étouffé l'enquête sur papa, falsifié des déclarations. Complice, par amour fraternel. Décision controversée, plaidé coupable partiel, pour clore le chapitre. Devant la cour, je parlais, voix ferme, oui, j'ai couvert le crime de mon frère, par loyauté mal placée.
Mais la justice m'a ressuscité métaphoriquement. Et je rends des comptes aujourd'hui. Choc. Bertrand pâlit, Claire hocha la tête, fière. Le jury acquitta sur le meurtre journalistique manque de preuves, mais Étienne écopa d'une aggravation, perpétuité réelle. Dehors, la foule hurla, héros ou hypocrite. Les médias se déchaînèrent, le procureur complice, scandale ou rédemption? Ma carrière chancela, suspension provisoire, enquête interne. Claire me soutint, c'était courageux. Vrai. Mais le vrai test vint de l'intérieur. Maman, apprenant ma complicité, me confronta dans le jardin du Luxembourg, sous les statues de Verlaine. Tu étais comme lui, Alexandre. Aveugle. Aveugle? Oui. La résurrection n'effaçait pas les péchés, elle les amplifiait. Pourtant, dans la tourmente, une lueur, Claire enceinte. 3 mois, un test positif lors d'un dîner aux chandelles chez Guy Savoie. Notre twist, Alexandre. Un nouveau départ. Je pleurais, serrant son ventre naissant. Vengeance achevée? Presque. Mais Étienne envoya une dernière missive, le bébé portera le poids. Duvalier maudit. Maudit? Non. Béni, peut-être. Paris, témoin éternel, murmura son approbation sous un ciel étoilé. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les pavés en miroirs liquides et les terrasses en oasis bondées. La ville, résiliente, avait tourné la page du scandale Duvalier, Étienne oublié dans les abysses de Clairvaux, son nom effacé des plaques électorales comme une tache de vin sur une nappe blanche. Moi, réhabilité après l'enquête interne, acte de loyauté familiale, non criminel, conclut le rapport, je repris mon poste de procureur, mais avec une prudence nouvelle. La balance de la justice penchait désormais vers l'équilibre, non plus la lame. Claire et moi nous installâmes dans une maison de campagne près de Fontainebleau, un refuge de pierres blondes et de rosiers grimpants, loin des intrigues parisiennes. Le bébé, un garçon prénommé Jacques en hommage à mon père, naquit un matin d'août, ses cris perçant l'air comme un verdict joyeux. Je le tins dans mes bras, minuscule et parfait, et pour la première fois depuis ma mort, je sentis la paix effleurer mon âme. Il est innocent, murmura Claire, épuisée mais rayonnante, ses cheveux collés de sueur. Innocent. Le mot, jadis moqueur, sonnait comme une promesse. Maman, Élise, s'installa avec nous, redevenant la matriarche qu'elle n'avait jamais cessé d'être. Ses souvenirs affluaient, des anecdotes normandes, des rires autour de la table familiale avant le chaos. Ton père serait fier, dit-elle un soir, berçant Jacques sous les chaînes centenaires. Fier? De moi, le vengeur hanté? Peut-être. Ou attristé par le prix payé. Pourtant, les ombres persistaient, tenaces comme la brume sur la Loire. Des nuits agitées où je revivais la lame d'Étienne, le crash spectral de la Peugeot. Claire, sentant mon tourment, insista pour une thérapie à un psy freudien du 16e, cabinet aux murs tapissés de Klimt. Monsieur Duvalier, c'était résurrection. Est-ce un trauma dissocié? Je ris, amer. Docteur, si c'était vrai, vous seriez le premier à le savoir. Mais je parlais, de la trahison, de la rage, de la catharsis judiciaire. Lentement, les chaînes invisibles se délièrent. Ma carrière, elle, bifurqua vers l'inattendu. Promu à la cour de cassation, je devins juge, votre honneur, comme Claire l'avait prédit dans un flash ironique. Les audiences au palais, avec leur rituel solennel au marteau en ivoire, robes écarlates, me permirent de redistribuer les cartes. Des verdicts controversés, clémence pour un jeune délinquant immigré, sévérité pour un banquier corrompu. Vous jugez avec l'âme d'un ressuscité, plaisanta Bertrand lors d'un pot au Ritz. Âme? Elle cicatrisait, enfin. Le twist final, inéluctable, vint d'Étienne. Une carte postale de Clairvaux, postée clandestinement, frère, je meurs. Cancer. Viens. Cancer. La maladie, ce grand égaliseur, rongeait son corps comme la culpabilité le sien. Claire s'opposa, laisse-le crever seul. Mais la loyauté, cette malédiction familiale me poussa vers la prison, sous un ciel d'octobre pluvieux. La salle des visites, gris et béton, puait la défaite. Étienne, squelettique en pyjama rayé, me fixait de ses yeux caves. Tu as gagné, Alexandre. Tout. Gagné? À quel prix? Il tendit une main tremblante. Pardonne-moi. Pour papa.
Pour toi. Pardon? Les mots butèrent dans ma gorge. Flash, le couteau, le sang, la résurrection. Puis, la voix de maman, laisse-la s'évaporer. Je serrai sa main, froide comme la mort. Pas de pardon, Étienne. Mais de la paix. Pour nous deux. Il pleura, un râle humide. Ta femme. Elle t'a salué à votre honneur. Ironie. Oui. Le hoop qui avait lancé ma vendetta se refermait en boucle. Il mourut 2 semaines plus tard, seul dans sa cellule. Suicide assisté? Naturel? Le rapport parla d'overdose de calmant. Je ne pleurais pas. Au lieu de ça, une cérémonie intime en Normandie, sur la tombe de papa, maman, Claire, Jacques en poussette. Repose en paix, murmurai-je au vent salé de la Manche. De retour à Paris, la vie s'écoula en rythme doux. Jacques grandit, apprenant à marcher sur les quais, Claire plaidant des causes justes, moi jugeant avec sagesse. La vengeance, ce feu dévorant, s'était mué en braise tiède. BKCH? Non. Catharsis. Cathétude cohue, dans un monde imparfait. Pourtant, tard le soir, un doute, et si tout n'était qu'un rêve fiévreux, né de mon agonie originelle. La lame dans le flanc, le sang coulant, et Paris s'effaçant. Mais non, le rire de Jacques, le baiser de Claire, la main chaude de maman. Réel. Vif. Je fermais les yeux, sous les étoiles du jardin. La revanche était finie. La vie vraie, cette fois commençait.